Bonjour tout le monde. Donc, on va voir aujourd'hui une famille thérapeutique largement utilisée en médecine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et je vais commencer cette séance par la présentation des quelques cas cliniques, quelques situations cliniques. Donc, le premier cas clinique, c'est une dame âgée de 50 ans, diabétique type 2, traitée par glibenclamide, parfaitement équilibrée, consulte pour cervicalgie. L'examen clinique montre un rachis cervical douloureux à la mobilisation. Les examens complémentaires sont sans anomalie, glycémie et hémoglobine glyquée sont normales. Son médecin lui prescrit un anti-inflammatoire non stéroïdien. Quelques jours après, la patiente consulte aux urgences pour un malaise hypoglycémique. Le deuxième cas clinique, c'est un monsieur âgé de 68 ans, sans antécédents pathologiques notables, donc consulte pour lombalgie intense. L'examen clinique ne montre rien en dehors d'une colonne vertébrale douloureuse à la palpation. Les examens complémentaires sont normaux. Son médecin lui prescrit un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et une semaine après, le patient consulte les urgences pour une douleur abdominale intense et des selles noirâtres. Une fibroscopie digestive a montré des lésions ulcéreuses au niveau gastrique. Troisième situation clinique, c'est une patiente âgée de 18 ans, consulte pour une urticaire survenant 3 heures après prise d'acide méfénamique. Ailleurs, donc, elle déclare 2 événements similaires survenus à l'occasion d'épisodes infectieux pour lesquels elle a pris une fois du ibuprofène et l'autre fois de l'acide salicylique. Donc, on va commencer la partie théorique. Donc, l'inflammation, les 4 signes de l'inflammation sont rougeur, la rougeur, la chaleur, la douleur et l'œdème. Donc l'inflammation, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien sûr, ce sont des médicaments ayant une action symptomatique contre l'inflammation. Ils ont les propriétés suivantes, ce sont des antalgiques, des anti-inflammatoires et des antipyrétiques. Sur le plan statistique, donc l'épidémiologie, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce sont des médicaments largement utilisés presque dans toutes les spécialités donc médicales. Leur prescription varie entre 4 et 9%. Sont les effets indésirables attribués aux anti-inflammatoires non stéroïdiens sont très aussi fréquents. Donc ça représente à peu près 25% des effets indésirables. Et bien sûr, les facteurs de risque, sachant qu'un sujet normal, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont bien tolérés. Chez un sujet normal, on est en bonne santé, mais chez certains patients, donc les sujets âgés, ayant des antécédents donc particuliers ou qui sont polymédiqués, ça peut donc exposer à des risques et ça peut donc exposer ces patients à l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça peut exposer ces patients à des effets indésirables. Donc, sur le plan physiopathologique, le mécanisme d'action des anti-inflammatoires non stéroïdiens, il faut revenir juste sur la physiologie de la voie des cyclooxygénases. Donc, la voie des cyclooxygénases, les COX donc interviennent dans la synthèse des prostaglandines dans l'organisme. On a 2 types de cyclooxygénases. Il y a la COX-1 dite constitutive et la COX-2 dite inductive. Donc, la voie des cyclooxygénases va aboutir à la formation des prostaglandines. Ces prostaglandines ont 2 rôles, bien sûr. Un rôle physiologique, donc ils vont protéger surtout l'estomac et le rein, et des conséquences pathologiques, donc en cas, bien sûr, d'inflammation, en cas de douleur et en cas de fièvre. Donc, le rôle physiologique de la COX-1, c'est de protéger l'estomac et les reins. La COX-2, donc les conséquences pathologiques sur l'inflammation et la douleur et la fièvre. Lorsqu'on va utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien sûr, lorsqu'on va utiliser, il y a 2 types d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens,
non sélectives qui vont bloquer à la fois donc la voie de la COX-1 et la COX-2, et les anti-inflammatoires dites sélectives qui vont bloquer juste la COX-2. Donc, l'effet antalgique des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est un effet principalement périphérique. Il y a bien sûr un effet central, mais ça dépend de la liposolubilité, donc de la molécule qui peut traverser bien sûr la barrière hémato-méningique pour exercer un effet antalgique bien sûr central, mais principalement le mécanisme antalgique, l'effet antalgique des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est un mécanisme d'action qui est principalement périphérique. L'effet antipyrétique, donc les ANS sont des antipyrétiques, mais ne sont pas des hypothermisants, donc inefficaces sur les hyperthermies graves. Donc les ANS, leur effet antipyrétique, rétablissent le point d'équilibre du centre thermorégulateur à une valeur physiologique par augmentation de la thermolyse à travers bien sûr la sudation et la vasodilatation périphérique. Un effet vasculaire, les prostaglandines du type E entraînent une vasodilatation, bien sûr surtout au niveau rénal, augmentent la sensibilité vasculaire aux agents, donc augmentant la perméabilité vasculaire, la sérotonine, la bradykinin, le leucotriène. Les ANS, bien sûr, diminuent l'œdème, la rougeur et la chaleur du foyer inflammatoire en s'opposant à l'effet des prostaglandines au niveau vasculaire. L'effet antiagrégant plaquettaire, donc ça nécessite un peu d'attention. L'effet antiagrégant plaquettaire, vous savez que la synthèse de la voie des cyclooxygénases, il nous fournit non seulement les prostaglandines, mais aussi la thromboxane A2. La thromboxane A2, c'est un agrégant plaquettaire le plus puissant dans notre organisme, et lorsqu'on va utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on va bloquer donc la synthèse de thromboxane A2, et on a cet effet anti-agrégant plaquettaire. Et on va revenir donc sur l'effet des anti-agrégants plaquettaires. Sur le plan pharmacocinétique des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc la résorption pareuse, elle est excellente. Donc, forte liaison aux protéines plasmatiques, c'est l'élément le plus important de la pharmacocinétique des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est leur forte liaison aux protéines plasmatiques, donc ça peut entraîner plusieurs interactions, bien sûr, en déplaçant d'autres médicaments. Lorsqu'ils ont administré en même temps avec d'autres médicaments, ils sont capables de faire déplacer ces médicaments donc de leur site de liaison et prendre leur place. Donc, bien sûr, ce qui va engendrer plusieurs interactions en cas de co-administration avec d'autres médicaments. La demi-vie, elle est variable, une bonne diffusion vers les tissus, surtout articulaires. Il traverse le passage de la barrière hémato-encéphalique et de la barrière placentaire et dans le lait maternel. Le métabolisme, c'est essentiellement hépatique et l'élimination, c'est essentiellement rénal. La classification, donc on a la classification, les indoliques, les aryles carboxyliques, les dérivés oxycam, les phenamates et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2, les COXIB. Les indications, vous voyez que les indications, donc vous voyez la liste des indications, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des médicaments largement utilisés en médecine, on peut les utiliser presque dans toutes les spécialités médicales, en rhumatologie, en neurologie, en ORL et stomatologie, en traumato, en gynéco, en neuro, en carcinologie et en cardiovasculaire et en cardiologie. Les contre-indications, donc il y a les contre-indications absolues, une allergie à la même classe chimique, une insuffisance hépatique ou rénale sévère, un ulcère gastro-duodénal évolutif, une maladie hémorragique. Les contre-indications relatives, donc les antécédents ulcéreux, un reflux gastro-œsophagien sévère, une neuropathie, une insuffisance rénale, l'âge supérieur à 70 ans, bien sûr en traitement chronique, et surtout les hépatopathies. Ce sont des contre-indications
relatif. Les indications, les interactions. Donc, les interactions, c'est très important. Donc, ils sont très nombreux à cause de des propriétés pharmacocinétiques des anti-inflammatoires non stéroïdiens, surtout leur affinité, leur forte affinité aux protéines plasmatiques. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens entre eux. Donc, lorsqu'on va associer deux anti-inflammatoires non stéroïdiens, il y a une majoration de risque d'ulcère et d'hémorragie. Avec les antivitamines K et l'héparine, il y a un risque hémorragique, bien sûr. Avec le méthotrexate, il y a une augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate. Pour le lithium, il y a une augmentation de sa concentration sanguine, donc augmentation de la lithémie avec des conséquences surtout neurologiques. Pour la phénitoïne et les sulfamides hypoglycémiants, il y a augmentation de risque avec un risque de surdosage. Les bêta-bloquants, les IUC et les diurétiques, donc les anti-inflammatoires réduisent l'effet antihypertenseur, car les prostaglandines sur le plan physiologique au niveau rénal, donc les prostaglandines, ce sont des diurétiques, des caliurétiques et des natriurétiques, donc ils favorisent la diurèse, l'élimination de potassium et de sodium. Et lorsqu'on va utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc on va favoriser l'hypercalémie par rétention de potassium. Et bien sûr, on va favoriser aussi la rétention hydrosodée, ce qui va diminuer l'effet des diurétiques, l'effet antihypertenseur de certains médicaments. Les IUC et les diurétiques, il y a aussi un risque d'insuffisance rénale. Il s'agit surtout avec les IUC. Les IUC, donc, en interaction avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, peut entraîner une insuffisance rénale d'origine médicamenteuse, donc secondaire à une interaction d'ordre pharmacodynamique entre les IUC et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour la cyclosporine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien sûr par accumulation de la cyclosporine au niveau rénal, ça peut potentialiser la néphrotoxicité de ce dernier. Les effets indésirables, donc, ils affectent 10 à 25% des patients traités. Les plus fréquents sont digestifs. Donc, les complications graves sont rares. Les complications, donc, les effets indésirables graves sont rares bien sûr, si on respecte les contre-indications et les modalités d'administration usuelles des anti-inflammatoires non stéroïdiens. La complication la plus fréquente des anti-inflammatoires, c'est les complications digestives. Donc, il faut savoir que la toxicité digestive des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est une toxicité dose dépendante, donc elle dépend de la dose et sont favorisées par les lésions digestives préexistantes. Donc, lorsqu'on va utiliser des doses très élevées des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou lorsqu'on va associer deux anti-inflammatoires non stéroïdiens chez le même patient, que ce soit par prescription ou si le patient prend un autre anti-inflammatoire, donc en automédication, on va potentialiser la toxicité digestive. Et bien sûr, les recommandations de la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens, il faut les utiliser pendant la durée minimale possible avec la posologie efficace possible. Donc, la prévention, on peut prévenir la gastrotoxicité des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Chez le sujet plus de 65 ans, la fibroscopie au moindre doute, l'utilisation de la dose minimale efficace pendant la durée la plus courte possible, la prescription d'un inhibiteur de la pompe à protons ou d'une prostaglandine, si l'âge est supérieur à 65 ans, en cas d'antécédent, bien sûr, d'ulcère gastro-duodénal ou d'intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien sûr, l'utilisation, surtout, dose minimale efficace pendant la durée la plus courte possible. Ça, c'est la recommandation la plus importante pour éviter la gastrotoxicité, mais aussi pour éviter les effets indésirables de façon générale, les effets indésirables, bien sûr, secondaires aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. La toxicité rénale, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les effets indésirables rénaux sont beaucoup plus rares, dû à l'inhibition de la synthèse de certaines prostaglandines au niveau rénal. Bien sûr, il y a les facteurs de risque. Chez le sujet normal,
avec fonction rénale normale sans antécédents pathologiques notables. Donc, les anti-inflammatoires sont bien tolérés et il n'y a pas d'effet indésirable rénal. Mais il y a les facteurs de risque qui favorisent la toxicité et la néphrotoxicité des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Bien sûr, l'âge avancé, la déshydratation, le régime sans sel, les diurétiques, l'association, le co-administration avec les diurétiques ou les IUC, les lésions rénales vasculaires préexistantes, les patients cirrhotiques et les syndromes néphrotiques et les néphrites glomérulaires. Les troubles hydroélectrolytiques, donc bien sûr, les anti-inflammatoires non stéroïdiens vont inhiber l'effet des prostaglandines au niveau rénal, les prostaglandines qui sont diurétiques, allurétiques et natriurétiques. Donc bien sûr, les troubles hydroélectrolytiques, ce sont la rétention hydrosodée avec risque de majoration d'une hypertension artérielle. Faites attention chez les patients insuffisants cardiaques qui ont une insuffisance cardiaque préexistante, le risque de décompensation en cas d'utilisation, bien sûr, des anti-inflammatoires non stéroïdiens à cause de cette rétention hydrosodée. Il y a le risque d'hypercalémie, bien sûr, par l'inhibition de l'effet caliurétique des prostaglandines au niveau rénal. Il y a un risque aussi d'hyponatrémie. Les réactions cutanées, bien sûr, on peut avoir toutes les réactions cutanées. Parfois, donc, ce sont des réactions graves type syndrome de Lyell, Stevens-Johnson, l'érythème polymorphe purpura et les vascularites. Donc, le risque de toxidermie grave semble plus important avec les phénylbutazone et les oxycans. On peut avoir donc des formes moins graves, bien sûr, les éruptions cutanées, un rash. Donc, ce sont des réactions qui sont moins graves. Mais les réactions graves, les toxidermies graves, c'est surtout avec les phénylbutazone et les oxycans. L'hématologie, donc on peut avoir les effets indésirables hématologiques, donc par un mécanisme immunoallergique dans le cadre d'un syndrome immunoallergique, dans le cadre d'un syndrome d'hypersensibilité, voire des thrombopénies, des leucopénies. Une aplasie médulaire peut survenir lors du traitement chronique. Le risque est plus important, bien sûr, la toxicité, l'hématotoxicité, surtout avec l'hyperazolé. Les troubles hépatiques, des hépatites de tout type, surtout dans le cadre d'un syndrome d'hypersensibilité. On peut, donc, un DRESS syndrome, on peut avoir des atteintes hépatiques, mais on peut avoir des atteintes hépatiques isolées, donc avec des simples élévations des transaminases sous anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est rare, mais généralement l'atteinte hépatique, c'est dans le cadre d'un tableau de DRESS syndrome. Les effets indésirables cardiovasculaires, donc réduction, surtout c'est la réduction de l'efficacité de certains traitements anti-hypertenseurs, par l'inhibition de la synthèse de prostaglandine. Il y a un risque de majoration d'une hypertension artérielle ou d'une insuffisance cardiaque par la rétention hydrosodée. Donc les effets indésirables cardiovasculaires, les effets indésirables cardiovasculaires, c'est surtout la réduction des effets de l'effet anti-hypertenseur de certains médicaments, bien sûr par inhibition de la synthèse de la prostaglandine et de vasodilatatrice. Il y a un risque de décompensation d'une insuffisance cardiaque préexistante et bien sûr les coxibes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sélectifs exposent bien sûr à un risque d'événements cardiovasculaires. L'effet toxique, donc il y a les troubles neurosensoriels et psychiques, des céphalées, des vertiges, des confusions, surtout avec l'indométhacine, surdité et vertige acouphènes classiques chez les grands et lents consommateurs des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et on peut avoir des neuropathies périphériques, surtout chez les consommateurs chroniques des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les allergies, bien sûr, comme tous les médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent donner des réactions allergiques multiples. Il y a ce qui peut se manifester par des éruptions cutanées, on peut avoir des vascularites, donc des rhinites, des conjonctivites, un bronchospasme, un œdème du Quincke, un choc anaphylactique ou une pneumopathie immunoallergique. Les respiratoires, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc provoquent des crises d'asthme. Tout simplement, c'est à cause de la détournement du métabolisme du prostaglandine vers la production accrue de la leucotriène. En fait, pour la grossesse et l'allaitement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens constituent une contre-indication relative au premier trimestre. C'est une contre-indication absolue à partir du 6e mois de la grossesse.
car bien sûr, il y a une fermeture précoce du canal artériel, ce qui expose le nouveau-né à une HTAP. Il y a un risque aussi d'insuffisance rénale chez le fœtus. Il y a un risque hémorragique au moment de l'accouchement. Les règles de prescription: évaluer le risque digestif, bien sûr, le risque cardiovasculaire et le risque rénal avant la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, lorsque vous avez un patient et vous allez prescrire donc un anti-inflammatoire non stéroïdien, il faut évaluer le risque digestif, il faut évaluer le risque cardiovasculaire, le risque rénal avant la prescription. Choisir l'anti-inflammatoire non stéroïdien le mieux adapté au profil du patient. Respecter les indications et la posologie. Toujours, je vous rappelle qu'il faut utiliser la dose minimale pendant la durée minimale possible. Respecter les précautions d'emploi et prendre en compte le risque d'interaction médicamenteuse. Et c'est très important, surtout lorsque vous êtes devant un patient âgé, multitaré et polymédiqué. Pour l'aspirine, il faut retenir, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien salicylé. Donc l'aspirine comme anti-inflammatoire, il n'est plus utilisé comme anti-inflammatoire à cause de sa dose élevée. Donc la dose anti-inflammatoire, elle est très élevée, ce qui expose les patients à un risque de néphrotoxicité et surtout la gastrotoxicité. Mais l'aspirine, il garde bien sûr son indication comme un anti-agrégant plaquettaire, et sur le plan pratique, on dit que l'aspirine c'est un mauvais anti-inflammatoire non stéroïdien, mais c'est un très très bon anti-agrégant plaquettaire. Donc le mécanisme d'action de l'aspirine, il a une action anti-inflammatoire, donc avec des doses très élevées, ce qui expose le patient à des effets indésirables. Elle a une action antalgique, une action hydrochlorique, une action bien sûr anti-agrégant plaquettaire et une action antipyrétique. Les indications, c'est le traitement symptomatique de l'aire d'intensité légère à modérée. Dans le rhume, on peut l'utiliser aussi dans le rhumatisme inflammatoire chronique. Donc, le traitement symptomatique de certains rhumatismes inflammatoires chez l'adulte. L'indication la plus importante, et d'ailleurs l'effet, c'est la prévention, c'est l'aspirine, c'est la prévention secondaire des événements cardiovasculaires. Donc vu son effet anti-agrégant plaquettaire, et la dose donc varie entre 160 et 300 mg par jour, et c'est un très bon anti-agrégant plaquettaire. Les effets indésirables, c'est comme les autres, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc il y a les effets indésirables digestifs, bien sûr allergiques. Donc il y a un risque de syndrome de Rey chez l'enfant, le surdosage. Donc les effets indésirables neuropsychiques, il y a les effets indésirables bien sûr hémorragiques. Les contre-indications, bien sûr, c'est comme les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les contre-indications absolues, c'est l'ulcère gastro-duodénal en évolution, les antécédents d'hypersensibilité aux salicylés, toute maladie hémorragique constitutionnelle ou acquise. La méthotrexate, c'est celui-ci utilisé à des doses supérieures à 15 mg par semaine, les doses élevées du méthotrexate. Les anticoagulants oraux, car il y a un risque de majoration d'hémorragie, et à partir du 6e mois de la grossesse. Les contre-indications relatives, donc il y a l'hémorragie, l'immunorragie, car l'aspirine risque d'augmenter l'importance et la durée des règles, donc et l'allaitement. J'ai fini avec l'aspirine, je reviens vers les cas cliniques pour répondre. Donc le premier cas clinique, donc c'est une femme qui est diabétique sous glibenclamide. Elle consulte donc pour des cervicalgies. L'examen est sans anomalie, donc les examens complémentaires aussi sans anomalie. Son médecin lui prescrit un anti-inflammatoire non stéroïdien. Quelques jours après, la patiente
consulte aux urgences pour un malaise hypoglycémique. Donc, vous devinez maintenant qu'il s'agit d'une interaction médicamenteuse entre le glibenclamide et l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Bien sûr, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont déplacé le glibenclamide dans son site de liaison au niveau des protéines plasmatiques. La concentration du glibenclamide a augmenté, donc on a l'équivalent d'une situation de surdosage en glibenclamide, ce qui explique bien sûr le malaise hypoglycémique. Le deuxième, c'est un monsieur qui consulte, donc il a de 68 ans. Son médecin lui prescrit un anti-inflammatoire non stéroïdien. Une semaine après, il consulte aux urgences pour une douleur abdominale intense et des selles noirâtres. La fibroscopie a montré des lésions digestives, des lésions ulcéreuses au niveau digestif. Donc c'est la gastrotoxicité des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc l'âge, il est supérieur à 65 ans. Donc généralement, il faut prescrire, selon les recommandations, il faut prescrire une protection gastrique par les inhibiteurs de la pompe à proton. Le troisième cas clinique, c'est une patiente âgée de 18 ans. Donc, il s'agit d'un cas d'intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, puisque la patiente rapporte la même réaction avec 3 molécules, avec 3 anti-inflammatoires non stéroïdiens de structures chimiques différentes. Donc, probablement, c'est un tableau d'intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il ne s'agit pas d'une réaction allergique. Donc, il s'agit d'une intolérance. C'est un mécanisme pharmacologique second. Merci.